Les mains de l'homme ont réalisé partout dans le monde des œuvres magistrales. Et derrière ces splendeurs architecturales, les compétences et le savoir-faire indéniable d'architectes et d'ingénieurs qui ont contribué à façonner de véritables joyaux. Certains uniques dans leur éblouissement patrimonial majestueux. D'autres dégageant une harmonie dans la symétrie de leurs lignes incomparables. D'autres d'une richesse et d'une grandeur hors du commun. Mais parmi tous ces chefs-d'œuvre, il y en a un qui est connu et reconnu dans le monde entier. Il est l'œuvre d'un ingénieur passionné qui aura su maîtriser l'espace et le vent, qui aura laissé son nom à un monument majeur de l'histoire de l'humanité. Gustav Bonnickhausen, que chacun reconnaîtra en Eiffel, aura marqué son époque. Mais un homme loin d'être vénéré dans la capitale de la Bourgogne, la ville qu'il a vu naître. Et son célèbre canal de Bourgogne qu'il pouvait contempler tout petit des fenêtres de sa chambre. François Scolin, vous êtes membre de l'association des descendants d'Eiffel et ardent défenseur de la mémoire d'Eiffel. Et vous avez entre autres pour particularité de résider ici, quai Nicolas Rolin, lieu de naissance de Gustave Eiffel. Eh oui, on ne peut pas dire plus précis, c'est vraiment là qu'il était né. Et sa maison natale a été démolie en 1961 pour construire cet immeuble que vous voyez là. Je demeure quai Nicolas Rolin dans cet immeuble depuis 1971. Je m'y plais et je suis tout près de l'endroit que je suis. Et sa mère avait un commerce de charbon, donc le port du canal, c'était un gros trafic. Et quand il a été en nourrice, il a appelé sa maman Morel pendant très longtemps. Et sa grand-mère habitait rue Turgot, parce que son père, militaire, son régiment était en déplacement à Dijon. Et c'est là qu'il a connu sa femme, ils se sont mariés. Gustave était l'aîné, il avait 2 sœurs. Voilà. Et quand il avait 11 ans, sa mère avait avancé de l'argent au brasseur pour développer son affaire. Le brasseur qui habitait le Castel, cette folie du 18e. Et en reconnaissance, ils sont allés loger là-bas. Donc il avait 11 ans quand il est parti, il a quitté le Faubourg d'Ouche et le canal pour aller vivre au Castel. Et il allait au Castel, quand j'ai eu la famille Eiffel, je leur racontais que tous les ans j'allais parler aux élèves qui arrivent à Dijon en leur expliquant quel est le grand homme qui était dijonnais. Et puis je lui dis, imaginez-le traversant le bois qui est derrière le Castel. Il me dit, mais il ne traversait pas le bois, il était interne. Il était au Collège Royal, qui est rue Condorcet, qui est maintenant le lycée Marcel Pardet. Voilà. Et après, à 18 ans, il est parti pour Paris. Il est allé passer le concours, il a passé 2 fois Polytechnique, où il n'a pas été reçu. Puis il est entré à Centrale. Il a fini quand même de 13e sur 78 candidats, puis il a été son diplôme d'ingénieur. Il s'est orienté surtout sur le fer, la métallurgie. Le symbole de ses retrouvailles avec Dijon, plus de 35 ans après son départ, fut la construction du pont de l'Arrêt, futur pont Eiffel. Oui, vous me parlez du pont de l'Arrêt. Le pont de l'Arrêt, le Dijonnais ne connaît pas. Il y a la rue de l'Arrêt à proximité. On dit toujours le pont Eiffel. Ce pont, c'est vrai qu'il a eu une histoire. Et Eiffel a beaucoup travaillé dessus parce que c'était un pont qui se levait au passage des Péniches sur le canal. Quand il y a eu beaucoup de circulation, vous voyez les encombrements vers midi, c'était difficile. Et il a été détruit par les Allemands en 1944. Et ça a été un pont provisoire, type pont américain, vous savez, c'est pour des armées,
qui a duré un provisoire qui a duré jusqu'en 1972. Voilà. Alors il est remplacé maintenant par autre chose, mais il avait une particularité pour moi qui, je vis Gustave Eiffel. Il y avait le gardien, c'était pas un éclusier, puisque le pont se soulevait, un pont hydraulique. Le gardien, il était là tout le temps, et sa maison a été détruite après, puisque on a eu besoin de lui. Cet hommage à Gustave Eiffel. Vous pouvez lire « Son premier regard d'enfant s'ouvre sur le port du canal, où travaillait beaucoup sa mère. Il n'y avait pas des péniches de tourisme à ce temps-là. » Et finalement, à Dijon, quelle est l'œuvre d'Eiffel? Ce pont, un seul pont sur le canal de Bourgogne, et c'est tout. Françoise Collin, comment peut-on expliquer le désamour des Dijonnais à son égard? L'idylle avec Dijon va tourner court. Il s'était présenté au sénatorial en 1891, après un échec cuisant. Eh bien, il s'en est allé. Dijon, là, vraiment, il a été... On a même parlé de le déshonorer, débaptiser sa rue, lui retirer sa Légion d'honneur. C'était quelque chose pour lui, un échec. Il s'en est parmi. Il n'est jamais revenu dans sa ville. Et on a appris plus tard qu'il avait même exhumé ses parents, son père et sa mère, et il les a ramenés à Levallois-Perret où il était. Peu importe, Eiffel ira exporter son talent dans le monde entier. Des réalisations grandioses, il en concrétisera sur tous les continents. Mais c'est peut-être en Hongrie, plus particulièrement dans sa capitale Budapest, qu'il marquera l'histoire. Et du canal de Bourgogne au Danube, en passant par la Saône et le Rhin, par des paysages inoubliables, la voie est toute tracée pour rejoindre celle que l'on a surnommée pendant longtemps le Paris de l'Est, situé sur le Danube, un fleuve mythique traversant les plus belles villes et capitales. Les Habsbourg lui ont apporté sa splendeur. Eiffel contribuera un peu à son rayonnement. Tout en ménageant le nationalisme magyar. Les Magyars vont connaître leur année de gloire. C'est l'époque de la célébration du millénaire du royaume de Hongrie. Une époque fastueuse avec la construction des grandes halles au sud de la ville. Samuel Pech en sera l'architecte principal. La grande halle, comme elle est surnommée, et son architecture métallique exceptionnelle, est un bâtiment de forte inspiration Eiffel. Elle possède une structure en fer forgé à rivets, comme dans beaucoup d'œuvres du magicien du fer. Dans ce véritable temple des achats, le fer, un matériau qui révolutionnera le monde dans la seconde partie du XIXe siècle, plus aérien que la pierre et aussi solide. À l'époque, faire du Eiffel ou obtenir son concours était un gage de réussite. Eiffel participera à l'épanouissement de cette capitale. Mais la gare sera en Hongrie sa plus grande réalisation. Son édification contribuera sans aucun doute à sa célébrité mondiale. Une gare avec une façade en tout point remarquable. C'est vrai, c'est une façade très caractéristique, un savant mariage entre le verre et entre le fer qui complète très bien toute la structure en briques du bâtiment. Étant donné qu'il y avait un boom économique, on avait besoin de beaucoup de trains, il fallait bien développer, il fallait construire très très vite toute la structure. L'association entre le fer laminé,
qui permettait de construire rapidement et solidement, et le verre, qui lui apportera une touche d'esthétique, qui était à l'époque preuve d'un phénomène avant-gardiste, sera un franc succès. Le réseau ferroviaire s'étend un peu partout en Europe. Chez nous également. On est donc contraint d'agrandir les gares existantes comme celle-ci. Eiffel va véritablement métamorphoser la gare de l'Ouest et en faire un véritable ouvrage d'art, avec une structure de fer qui est un modèle du genre. Il se lancera des défis toute sa vie. Et quel plus beau challenge que d'avoir réussi un viaduc rejoignant les rives d'une rivière, la Truyère, laquelle avait creusé au fil des siècles des gorges profondes infranchissables. Alors, le viaduc de Garabi est une des œuvres majeures de Gustave Eiffel et son histoire commence à Porto, au nord du Portugal. Et d'ailleurs, Gustave Eiffel reconnaîtra que sa renommée internationale est née sur la Costa Verde. Pour la construction de Garabi, il y a un fait quand même assez remarquable, c'est qu'il ne va pas y avoir d'appel d'offres, selon la procédure habituelle. Mais comme l'idée du viaduc de Garabi vient en fait de la réalisation de la société Eiffel à Porto, eh bien c'est un marché de gré à gré qui va être signé donc avec la société Eiffel, puisqu'on estime que ce sont les seuls capables de réaliser un tel projet. Quand on observe et qu'on regarde le viaduc de Garabi, donc Garabi a été achevé en 1884, 5 ans avant la Tour Eiffel. On peut remarquer les croix de Saint-André et la structure qui rappelle vraiment en tout point celle de la Dame de Fer sur le Champ de Mars à Paris. Avec ce viaduc, il acquiert donc une immense notoriété. Les deux œuvres majeures de Gustave Eiffel sont évidemment la Tour Eiffel et le viaduc de Garabi. Et d'ailleurs, elles ont été rassemblées donc sur un billet de banque par la Banque de France en 1996. En concevant ce viaduc, Eiffel sait qu'il peut alors réaliser la Dame de Fer dans la capitale qu'il rejoint. Ces structures rappelant étrangement les structures de la tour, l'horizontale devenant verticale. Eiffel associe alors l'esthétique à la performance. Elle sera construite sur le Champ de Mars en 1889. Quelques années auparavant, il concrétisera son talent, entre autres sur deux œuvres importantes. La première, l'armature de la synagogue de la rue des Tourelles. Au cœur du quartier du Marais, avec sa nef de 21 mètres. L'ossature d'Eiffel permet de donner de l'éclat à ce véritable petit bijou. La seconde, un châssis d'une des verrières de l'agrandissement du magasin Le Bon Marché. La France sort de la débâcle, de la guerre franco-prussienne. Le pays a connu la Commune, la famine. Le Second Empire s'éteint. La Troisième République se met en place. Après les heures sombres, la capitale va peut-être vivre sa période la plus heureuse. L'idée d'une exposition universelle capable de restaurer le pays et son prestige au regard du monde entier s'est imposée. Et quel plus beau moment que le centenaire de la Révolution française. Une exposition tout entière dévolue au fer, avec comme vitrine principale la tour,
haute de plus de 300 mètres. Les polémistes, nombreux à l'époque, ne voyaient qu'une monstruosité dans le ciel de la capitale. Donc, en dépit des oppositions de certaines élites, Eiffel se lance dans la construction de la tour, qui sera construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours. 5 mois pour les fondations et 21 mois pour le levage, avec une petite équipe de 250 ouvriers au maximum. C'est un pari technique incroyable pour l'époque. Et le plus grand à affronter, outre les fondations et l'évaluation de la flèche au sommet, est certainement le vent. Le vent qui menace de faire tomber la tour. Pour cela, il conçoit la tour comme une gigantesque pile de pont, une véritable dentelle de fer, avec 4 arbalétriers par pied, soutenus par des entretoises et des poutres métalliques. Eiffel a donc dû régler scientifiquement les conditions de résistance et de stabilité par rapport aux changements de température et aux tempêtes. Calculer la pression des vents à l'époque sur un édifice dont la hauteur n'avait jamais été construite était quelque chose de difficilement concevable. Et pourtant, la pureté des formes de la tour est due à des considérations purement mathématiques. On n'est pas dans de l'art gothique, on n'est pas dans de l'art roman, on est dans un art qui allie le beau et le scientifique. Au XIXe siècle, il y a encore très peu d'ascenseurs, mais pour faire monter des visiteurs à 300 mètres de haut, c'est vraiment fondamental pour le succès de la tour. Gustave Eiffel va faire installer 4 grands ascenseurs dans chaque pied, qui vont changer d'angle au fur et à mesure de leur élévation jusqu'au 2e étage, et 2 ascenseurs supplémentaires pour monter du 2e au 3e étage. Ces ascenseurs sont mis par la force hydraulique. Les visiteurs qui visiteront la tour en 6 mois pendant la durée de l'exposition universelle, et aujourd'hui près de 7 millions de visiteurs par an. La tour Eiffel a été conçue comme un gigantesque mécano. Aux ateliers Eiffel de Levallois-Perret, 100 ouvriers et 50 ingénieurs ont préparé 18 000 pièces qui sont acheminées ici tous les matins par chariot tirés par des bœufs et qui seront assemblées avec à la force de l'homme et quelques grues à vapeur. On est encore loin des systèmes électriques qu'on aura ou les moteurs à explosion qu'on utilisera plus tard. Les ingénieurs des ateliers Eiffel sont extrêmement précis dans leurs travaux. Chaque pièce a une précision d'1 dixième de millimètre. Et elles sont assemblées ici à la perfection, sans aucune perte de temps. Eiffel poursuivra son parcours scientifique dans la résistance de l'air et l'aviation. Homme de défi et croyant au progrès, le roi du mécano a surtout été un grand visionnaire. La tour lui ayant conféré l'immortalité pour l'éternité.